Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Et nous débutons cette édition avec les tensions dans la péninsule coréenne qui continuent de s'intensifier. La zone industrielle de Kaohsiung, un des symboles de la coopération intercoréenne, a été fermée jeudi. Des camions sud-coréens chargés de marchandises et d'équipements passant la frontière du parc industriel de Kaesong jeudi. Séoul a décidé de fermer la zone en signe de protestation contre le dernier essai nucléaire de la RPDC et le lancement d'une fusée à longue portée. Nos forces armées sont prêtes à toute éventualité dans le complexe industriel de Kaesong. La priorité sera mise sur la vie et la sécurité des gens. En réponse, la RPDC a ordonné une prise de contrôle militaire du parc industriel et l'expulsion immédiate de tous les travailleurs sud-coréens. Tous les actifs ont été saisis. Pyongyang a également mis un terme à 2 lignes cruciales de communication transfrontalière. La récente mesure provocatrice de Séoul est une déclaration qui met fin à un élément vital des relations entre le Nord et le Sud. Cela va à l'encontre de la déclaration conjointe du 15 juin. C'est une dangereuse déclaration de guerre. La zone industrielle de Kaesong compte 124 entreprises sud-coréennes. Elles ont investi quelques 850 millions de dollars là-bas et blâment leur propre gouvernement pour ce qui vient de se passer. Je pense que le gouvernement sud-coréen devrait en prendre la responsabilité parce qu'il a pris une décision hâtive et unilatérale. Nous devrions recevoir une compensation du gouvernement qui couvrirait nos pertes. La RPDC sera aussi durement affectée par cette fermeture. Le parc industriel de Kaesong fait travailler 55 000 Nord-Coréens et permet une importante rentrée de devises étrangères dans le pays. Le complexe industriel de Kaesong est une zone de coopération économique et industrielle entre la Corée du Sud et la RPDC. Après le début des opérations en 2005, son futur est devenu étroitement lié à l'évolution des relations bilatérales. La RBDC a décidé de réduire le nombre de Sud-Coréens dans le complexe après avoir tiré par erreur sur un touriste en provenance de la Corée du Sud en 2008. En mars 2009, lors d'exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, la RBDC ferme à 3 reprises le complexe industriel. Ensuite, en mai 2010, après qu'un navire de la marine ait fait naufrage au large des côtes sud-coréennes, la Corée du Sud décide alors de réduire le nombre d'employés sud-coréens. À la suite du bombardement de Yongbyon en novembre 2010, la RBDC interdit aux Sud-Coréens de pénétrer le parc industriel. En 2013, le 3e essai nucléaire nord-coréen provoque la détérioration des relations intercoréennes et pousse la RBDC à fermer le complexe pendant 5 mois. La fermeture du complexe provoque la perte de quelques 900 millions de dollars. Ainsi, la Corée du Sud et la RBDC décident de ne fermer le complexe sous aucun prétexte. Et nous poursuivons avec la crise en Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la patience de la Turquie pourrait arriver à bout en Syrie et qu'il pourrait être forcé d'intervenir. Il a exhorté les Nations Unies à faire davantage pour mettre terme au conflit. Patience, patience, nous ferons tout le nécessaire. Nos bus et avions n'attendent pas ici en vain. Tout le nécessaire sera fait en temps voulu. Ceux qui nous donnent des conseils devraient aussi les donner à d'autres pays membres des Nations Unies, pour qu'on puisse aussi leur envoyer des réfugiés. La Turquie accueille la majorité des Syriens qui ont fui la guerre, et Erdogan a menacé d'envoyer des millions de ces réfugiés dans les pays membres de l'Union européenne. Il a aussi réitéré sa demande d'une zone d'exclusion aérienne en Syrie, affirmant que c'était la seule manière de contrôler le flux des migrants et réfugiés. Il a encore insisté en attaquant verbalement les Nations Unies qui ont demandé à la Turquie d'ouvrir ses frontières à une nouvelle vague de réfugiés syriens. Donald Trump a remporté une victoire retentissante lors de la primaire républicaine dans l'État du New Hampshire, continuant ainsi de surfer sur la vague de mécontentement anti-establishment lors de la 2e étape de la longue et imprévisible course à la Maison-Blanche. Regardons. Pour un homme qui aime être sous les feux des projecteurs, Donald Trump, le milliardaire extravagant converti à la politique, a eu enfin ce qu'il voulait.
le candidat anti-système a obtenu sa première victoire dans la course à la Maison-Blanche. Les conditions climatiques désastreuses n'ont pas empêché le candidat Trump d'être accueilli par de longs et chaleureux applaudissements dans le New Hampshire. Mais les candidats du système doivent se contenter de regarder ce franc succès depuis l'extérieur. Les résultats des votes montrent clairement que les électeurs veulent en finir avec le statu quo. Et de fait, plus de la moitié des électeurs républicains affirment avoir été trahis par leur parti. Je suis dégoûté et fatigué de ces politiciens complètement vendus aux intérêts des groupes qui ont financé leur campagne. Et c'est la raison pour laquelle rien ne peut plus être fait dans ce pays. La situation a viré au cauchemar pour les dirigeants républicains désormais incapables de contrôler ni même de contenir l'ascension de Donald Trump. Certaines voix républicaines se sont élevées pour rappeler que le problème fondamental est le nombre trop important de candidats pour la course à la Maison-Blanche. Entre autres, Jeb Bush, Mario Rubio, John Kasich, Ted Cruz et sans oublier bien sûr l'audacieux candidat Trump. Certains candidats s'accrochent depuis maintenant trop longtemps et cela nuit gravement au parti qui n'arrive pas à désigner un candidat naturel. La majorité ne semble pas vouloir donner la main à cette pluralité d'apparence et c'est pourquoi elle semble avoir choisi Donald Trump. Les résultats du scrutin ont clairement montré que le candidat Trump possédait une base solide dans le New Hampshire. Si l'on s'intéresse de plus près au niveau des diplômes, le candidat milliardaire a réalisé les meilleurs scores chez les personnes ayant un niveau d'études équivalent au baccalauréat ou moins. La campagne dans le New Hampshire a été caractérisée par les attaques personnelles et les petits coups bas. Jeb Bush ne s'est pas gêné d'insulter Trump de déséquilibré et de crétin. L'incident révélateur de l'ambiance qui règne entre les candidats républicains est la fameuse dispute qui a éclaté entre ces derniers pour l'ordre d'accession à la scène avant le débat télévisé. À la fin de la journée, les coups de coude pleuvront de toutes parts. Mais au final, les deux camps ont déjà plus ou moins choisi les candidats qui vont livrer la dernière ligne droite de la bataille. Mais j'espère que cela débouchera à un débat productif lors de l'élection générale. Le gouvernement central de Chine a apporté son soutien aux efforts de la police de Hong Kong en vue de maintenir l'ordre public lors des émeutes survenues lundi soir dans les rues. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a déclaré que la police avait agi de façon très professionnelle et avait fait preuve de retenue tout en ayant pris des mesures respectant la loi. Il a indiqué que le gouvernement central soutenait les autorités hongkongaises en maintenant la sécurité publique et la stabilité sociale et en punissant les comportements criminels. Des dizaines de personnes ont été accusées jeudi d'avoir pris part à des manifestations dans le district de Mongkok qui ont éclaté après un différend entre des vendeurs de rue et la police au premier jour des vacances de la nouvelle année lunaire. Les manifestants ont lancé des briques en direction de la police et mis le feu à des poubelles durant la nuit. La police a déclaré ne pas pouvoir exclure que cet incident ait été planifié, tout comme les violences, alors que des personnes ont été vues dans des véhicules remettant du matériel aux manifestants. Les émeutiers risquent une peine de prison maximale de 10 ans. À Taïwan, les opérations de secours se poursuivent après l'effondrement d'un bloc d'appartements dû au séisme de magnitude 6,7 survenu samedi dernier. Selon une mise à jour officielle, le bilan des victimes est de 65 personnes. 59 autres sont toujours portées disparues. Les autorités locales ont interrogé mercredi le promoteur du bâtiment Weiguan. Les enquêteurs ont trouvé des poutres et autres piliers dans les 5 premiers étages de la partie orientale et ceux-ci ne possédaient pas suffisamment de barres en acier de renforcement. De plus, ceux-ci sont plus fins que leur épaisseur supposée. Et notre série Redécouvrir l'Afrique nous emmène aujourd'hui au Kenya. Actuellement, seul un train et une route relient Mombasa à Nairobi, mais un projet chinois va bientôt changer tout cela. Je me trouve à la station de Voi. Ici, vous pouvez voir une ligne délabrée, héritée de la période coloniale britannique, reliant Mombasa et Nairobi. Les trains mettent plus de 12 heures pour parcourir les 450 km à travers de la savane qui sépare les deux principales villes kenyanes. À peu près 1 km de là où je me situe, une nouvelle ligne est en construction. Ce projet de nouvelle ligne ferroviaire entre Mombasa et Nairobi utilise toutes les techniques avancées chinoises. Je m'appelle Clémence, je vivais ici à Voie. Je travaillais dans une station d'essence au sud.
Ce que je pense de la nouvelle ligne de chemin de fer, je pense qu'elle peut apporter des améliorations, notamment au niveau de la vitesse. Nous sommes impatients de voir cette nouvelle ligne. À côté de l'ancienne voie, une nouvelle ligne de chemin de fer est en cours de construction. Et cette fois, sa conception est chinoise. Agnès est une géomètre en charge des mesures, des calculs. Elle est l'une des seules femmes à travailler sur le terrain et son travail est essentiel au projet car il garantit la hauteur et les limites de la voie ferrée. Employée depuis un peu plus d'1 an, cette jeune Kenyane ne manque pas d'ambition. J'ai choisi ce travail car je veux changer l'image des femmes au Kenya. Les Kenyanes vont penser que cet emploi est très difficile, mais pour moi c'est facile. Il m'oblige à travailler beaucoup, j'accumule beaucoup d'expérience avec ce travail. Sur un autre site de construction le long de la route, Zhang Zhaoyi, 45 ans, dirige avec un style propre ses employés. Ce style unique ne l'empêche toutefois pas de communiquer efficacement avec ses collègues. J'ai commencé à travailler ici en mars. Je suis venu avec 4 membres de ma famille. Nous travaillons tous sur le projet. Au cours des 3 premiers mois, la langue a été un problème. L'anglais n'étant pas ma langue maternelle. Il nous a fallu du temps pour se comprendre les uns les autres. Mais désormais, la langue de travail que nous utilisons n'est plus un problème. Le pont sur lequel Jui et son équipe travaillent va élever les rails afin que le train puisse passer durant la saison des pluies quand la rivière gonfle. L'élévation des rails prend également en compte des animaux sauvages de la zone. Sur une terre où la faune règne, la question de l'adaptation de ces créatures à la modernisation est une priorité des constructeurs de la ligne. Zhang Chi est l'ingénieur responsable du pont de la rivière Tsavo. La hauteur de l'arche est variable et comprise entre 9,5 mètres et 31,5 mètres. Ceci afin de garantir que le passage du train ne porte pas atteinte à la faune. Le pont est fait de manière à permettre le passage des animaux sauvages en raison de son emplacement sur la rivière Tsavo. Pendant la saison des pluies, de nombreux animaux viennent ici. Cette conception est nécessaire pour les animaux. Certains animaux n'ont même pas pris la peine d'atteindre. En plus du pont, près de 600 points de passage sont dispersés le long de la route, que ce soit pour les animaux ou pour les pluies. Il s'agit de la première ligne internationale et du premier projet entièrement conçu selon les normes chinoises. La construction devrait permettre d'élever le PIB du Kenya d'1,5%. Elle va créer plus de 30 000 emplois au Kenya, techniciens qualifiés et ingénieurs inclus. Une fois complété, le coût logistique chutera de 40%, ce qui apportera au système de transport du Kenya des bénéfices énormes. Pour une tribu située non loin de là, le train offre l'occasion de voir plus du monde. Jacob est le chef de cette tribu Maasai qui vit à proximité de la ligne de chemin de fer. Le peuple chinois réalise un projet ici. Notre peuple va y travailler et cela nous a aidés pour l'eau. Car avant, nous n'avions pas d'eau près d'ici. Mais maintenant, notre peuple obtient de l'eau de ce site. Nous sommes donc très heureux que le train vienne ici. Le projet avance à grands pas. À l'avenir, la ligne de chemin de fer devrait être prolongée pour relier 5 autres pays d'Afrique de l'Est, ce qui permettra de stimuler le commerce régional. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons sur un air de Nouvel An chinois. L'esprit des vacances semble avoir revigoré l'enthousiasme pour les achats réalisés dans les magasins traditionnels. Ce nouvel attrait spontané s'explique par la fermeture partielle de certaines entreprises logistiques, conjuguée à la forte influence dans les zones commerciales en cette période de fête nationale. Sourire aux lèvres et balade improvisée. Il s'agit justement de la période de l'année où les consommateurs chinois sont le plus enclins à acheter pour se faire plaisir. Le Nouvel An chinois permet chaque année aux magasins physiques traditionnels de sortir
provisoirement de leur léthargie, afin de regagner peu à peu de leur popularité. Nous réalisons nos achats ensemble et nous échangeons sur la qualité des produits. Il est très agréable de faire ces achats à cette période de l'année. 3 jours seulement après l'entrée dans la nouvelle année du singe, les centres commerciaux traditionnels du centre-ville de Shanghai ont déjà attiré plusieurs millions de visiteurs. Les experts rappellent que cela est dû principalement à la fermeture de nombreux magasins en ligne et de certaines entreprises de livraison durant la période de vacances, suivant les célébrations du Nouvel An chinois. Nos clients les plus importants sont rentrés chez eux pour fêter le Nouvel An en famille et les magasins en ligne sur le site Taobao sont fermés pendant la période des vacances. Selon les derniers chiffres communiqués par les centres commerciaux, les vêtements, la nourriture et les bijoux sont les articles les plus vendus en cette période de vacances. L'an dernier, les chiffres de l'industrie du cinéma en Chine ont terminé sur une excellente note, avec un total de recettes atteignant les 44 milliards de yuan, soit une augmentation de près de 50% par rapport à 2014. L'élan devrait normalement se poursuivre cette année, d'autant plus que les chiffres des ventes des billets à l'occasion des 3 premiers jours des vacances du Nouvel An chinois ont pris tous les experts de l'industrie par surprise. Les chiffres du box-office ont atteint un nouveau record avec une recette de 660 millions de yuan pour une seule journée. La comédie La Sirène a généré à elle seule près de 270 millions de yuan de recettes en une seule journée, établissant un nouveau record de vente enregistré en une journée depuis la sortie de la comédie Lost in Hong Kong. Il s'agit une fois de plus d'un retour gagnant sur le devant de la scène des comédiens hongkongais et du réalisateur Stephen Chow au moment de la très prisée période de la fête du printemps. La Sirène est un conte de fées, mais cette fois-ci nous avons fait les choses un peu différemment. Nous avons voulu sensibiliser les spectateurs sur les problèmes écologiques et environnementaux. Tout d'abord, nous avons voulu assumer le fait que les sirènes existaient vraiment dans le monde. Et nous rappelons que les traitements que subissent ces espèces reflètent ce qui est fait à la Terre. La comédie d'action L'Homme de Macao 3 était également à l'affiche lors du premier jour de la fête du printemps. Plusieurs stars hongkongaises s'y illustrent, notamment Andy Lau, Jackie et Nick Chang. C'était une première pour moi, et j'ai joué le rôle du méchant. Mais fondamentalement, il s'agissait bien d'une comédie avec son lot de fantaisie et de dynamisme. On passe un agréable moment en la regardant. Année du singe oblige, un film sur ce thème en particulier devait forcément être à l'affiche. Le film d'action fantaisiste Le Roi Singe 2 offrait aux cinéphiles la possibilité de redécouvrir sous un nouvel angle l'histoire chinoise classique du roi singe. La performance de la célèbre actrice chinoise Gong Li, jouant le rôle de la Dame Blanche, a été largement saluée par la critique. L'attitude de la Dame Blanche est si particulière, il est même difficile de la voir respirer. Le film d'animation Monsieur Nian était également à l'affiche lors du premier jour de la fête du printemps. La semaine prochaine, à l'occasion de la Saint-Valentin, 2 films de romance seront projetés sur grand écran, ajoutant ainsi une autre douche sentimentale à l'esprit du Nouvel An chinois. Et l'île thaïlandaise de Phuket compte une importante communauté chinoise. Les habitants profitent au maximum du Nouvel An chinois. Sans doute le plus important lors du Nouvel An chinois est la famille. Sur l'île de Phuket, dans le sud de la Thaïlande, se trouve la plus grande communauté chinoise. Nombre de ses membres appartiennent à la 3e ou à la 4e génération thaïlandaise, mais leur culture chinoise et leurs croyances demeurent fortes. Dans toute l'île, les familles se rassemblent dans leur maison. Ils y servent des plats, allument des bougies et se souhaitent bonheur et bonne santé. Les oranges représentent l'or, les ananas, la chance, les pommes et les poires, la richesse et la santé. Dans les temps anciens, des hommes chinois ont migré au sud, pris femme et se sont installés là. Ici, c'est principalement sino-thaïlandais. Il y a environ 150 ans, des Chinois sont venus vivre ici. À cette époque, ils se sont mariés à des Thaïlandaises et ont vécu dans le coin. Ici, sur l'île de Phuket, les fêtes durent traditionnellement plus longtemps que dans d'autres endroits de la Thaïlande. Il est normal que le Nouvel An chinois soit célébré pendant 2 semaines entières.
Tandis que la nuit tombe, les rues s'illuminent de milliers de lanternes. Le rouge est la couleur dominante, symbolisant le feu qui était utilisé pour se prémunir du serpent démon qui, dit-on, terrorisait les villages dans la Chine ancienne. Aujourd'hui, c'est un spectacle gai, alors qu'habitants et visiteurs accueillent la nouvelle année. Et ainsi s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à midi, heure de Beijing, pour la prochaine édition. Excellente suite de programme.